à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de rencontre. Le 9 octobre dernier, les chrétiens entamaient sa deuxième tournée européenne. Sur fond de crise ukrainienne et de ralentissement de l'économie mondiale, le Premier ministre chinois s'est rendu en Allemagne, en Russie, avant d'achever son voyage en Italie. Comment a-t-il été accueilli par la chancelière Merkel? Qu'en est-il du rapprochement économique entre Pékin et Moscou? Comment s'est déroulé le 10e sommet Asie-Europe à Milan? Avant de discuter tous ces sujets avec notre invité, regardons ensemble ce reportage. La tournée de Li Keqiang dans 3 pays d'Europe du 9 au 17 novembre a été marquée par la volonté de Beijing de renforcer la coopération avec les pays du vieux continent. Le Premier ministre chinois s'est d'abord rendu en Allemagne. Le thème de l'innovation a été au cœur des échanges. La chancelière allemande Merkel et son homologue chinois se sont affichés unis et ont promis d'intensifier la coopération entre les deux pays, qualifiés de pôles de stabilité dans un contexte économique mondial difficile. En Russie, plusieurs accords stratégiques majeurs ont été conclus entre Moscou et Beijing. La Chine, qui se rapproche de plus en plus de son voisin, en a profité pour mettre en garde l'Europe contre la tentation de jouer la carte anti-russe suite à la crise ukrainienne. Enfin à Milan, lors de la 10e édition du sommet Asie-Europe, devenue la principale plateforme du dialogue eurasiatique, Li Keqiang a appelé au rapprochement entre les deux continents. Il a notamment discuté de l'initiative lancée en automne 2013 par le président Xi Jinping d'une ceinture économique de la route de la soie et d'une route maritime de la soie, un projet qui pourrait stimuler l'intégration économique régionale et promouvoir la reprise économique mondiale. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir sur notre plateau M. Qu Xin, président de l'Institut chinois des études internationales. Bonjour M. Qu et bienvenue. Bonjour. Et l'Allemagne est devenue le premier pays visité à 2 reprises par le Premier ministre chinois Li Keqiang depuis sa prise de fonction en 2013. Donc à Berlin, il a co-présidé avec Mme Merkel le 3e cycle de consultation intergouvernementale. Donc pourriez-vous nous dire un peu plus sur ce mécanisme? Oui. L'Allemagne est le partenaire le plus important de la Chine en Europe. Déjà en 2004, le Premier ministre Wen Jiabao a établi avec Mme Merkel un dialogue stratégique. Ce qui est important de ce dialogue stratégique, c'est qu'il est chargé directement par les 2 premiers ministres des 2 pays. Vous savez, la Chine a établi des relations de dialogue stratégique avec les États-Unis, avec la France, avec l'Angleterre, mais tous les autres dialogues stratégiques sont chargés par un vice-premier ministre ou un conseiller des affaires de l'État. Mais le seul dialogue stratégique est chargé par les 2 premiers ministres, c'est le dialogue entre la Chine et l'Allemagne. Donc ça, c'était en 2004. Donc en 2010, le président Hu Jintao a visité l'Allemagne. Donc les 2 pays ont décidé d'établir un mécanisme de consultation intergouvernementale entre la Chine et l'Allemagne. Donc en 2011, s'est déroulée la première session, premier cycle de ce mécanisme de consultation intergouvernementale. Donc cette année, c'est la 3e fois. Et la 3e fois, c'est important parce que non seulement c'est pas une simple rencontre entre les 2 premiers ministres, mais aussi entre les 2 gouvernements. Vous savez que chaque Premier ministre est accompagné plus d'une douzaine de ministres du cabinet. Donc c'est plutôt une réunion, ça ressemble à une réunion conjointe des 2 gouvernements. Donc ça, c'est très important et ça donne une impulsion très grande à la coopération entre la Chine et l'Allemagne. Et le thème principal de ce nouveau cycle, c'est l'innovation. Pourriez-vous nous dire quels sont les domaines concernés par cette coopération renforcée en matière d'innovation? Monsieur Li Keqiang a signé avec Mme Merkel un programme d'action de coopération entre Chine et l'Allemagne. Et ce programme d'action de coopération couvre plus de 20 champs, 20 domaines où la Chine et l'Allemagne doivent efforcer de renforcer
la coopération. 200 projets couvrent une vingtaine de domaines. Les transports ferroviaires, la médecine, la santé publique, l'urbanisation, aviation, plein de nouvelles technologies sont exploitées conjointement par la Chine et l'Allemagne. On peut voir d'ici 10 ans, 20 ans, il y aura une entièrement nouvelle situation de coopération entre la Chine et l'Allemagne. Et l'année dernière, les investissements directs de l'Allemagne en Chine ont déjà dépassé les 20 milliards de dollars, soit une augmentation de 45% par rapport à l'année précédente. En revanche, les investissements directs de la Chine en Allemagne ont dépassé 8 milliards de dollars. C'est une augmentation de 50%. Donc, ce sont les chiffres énormes. Donc, comment voyez-vous l'avenir des échanges commerciaux entre la Chine et l'Allemagne? La Chine et l'Allemagne sont deux pays différents, mais parmi les pays différents, il y a beaucoup de points communs quand même. Par exemple, concernant l'économie, la Chine est un pays très commerçant, et l'Allemagne aussi. Donc, c'est le premier et le deuxième. Ces deux pays-là sont le premier et le deuxième plus grand pays commerciaux dans le monde. Donc ça, c'est un grand point commun entre les deux pays. Un autre point commun, c'est-à-dire que la Chine possède une industrie réelle, une économie réelle, très importante. L'Allemagne aussi. L'Allemagne, en Europe, en Union européenne, l'Allemagne est le pays qui possède le plus solide base de l'économie réelle. Donc, comment faire pour lutter contre la crise financière? Comment faire pour sortir l'économie mondiale de cette crise économique et financière? La Chine et l'Allemagne ont beaucoup de points communs et beaucoup de politiques qui se convergent. Donc dans ce cas-là, je pense qu'à l'avenir, il y aura forcément une augmentation importante du commerce bilatéral entre la Chine et l'Allemagne. Et cette visite de Li Keqiang va forcément apporter de nouvelles opportunités, surtout économiques pour les deux parties, mais il existe aussi quelques frictions entre la Chine et les pays européens, par exemple sur la question de Hong Kong qui est en train de se compliquer de plus en plus. Les Chinois et les Européens ont des visions totalement différentes et divergentes. Et donc, pensez-vous que cela puisse avoir une mauvaise influence pour les rapports entre la Chine et les pays européens? Ou bien pour les deux parties, comment trouver un équilibre? Et pour la Chine, il n'y a pas un équilibre à trouver, parce que c'est l'affaire intérieure de la Chine. La Chine ne subira pas une ingérence étrangère, donc il n'y a pas un équilibre à trouver. Si d'autres pays, y compris l'Allemagne bien sûr, si d'autres pays continuent à ingérer dans les affaires intérieures de la Chine, sûrement, et les relations de coopération vont subir des dommages, ça c'est sûr. Donc il faut voir ce qui se passe à Hong Kong, parce que je viens de retourner de Hong Kong il y a 3 jours. Et donc il y a des jeunes, des étudiants, motivés par des hommes politiques qui bloquent les transports, qui occupent les quartiers, qui essayent de forcer le gouvernement central d'accepter leurs demandes. C'est-à-dire que si on remonte un petit peu dans l'histoire, Hong Kong était toujours chinois, et il était toujours chinois avant 1840. En 1840, lorsque l'Angleterre a imposé une guerre, ce que nous appelons la guerre de l'opium, à la Chine a perdu la guerre, l'Angleterre, la Grande-Bretagne a annexé Hong Kong. Et puis en 1860, pour une deuxième fois, l'Angleterre a élargi sa colonie à Hong Kong, et en 1897, pour la troisième fois, la Grande-Bretagne a occupé une grande partie du territoire de cette région par un bail, ça devient un territoire à bail. Donc pendant 150 ans de colonisation britannique à Hong Kong, jamais le Royaume-Uni a donné aucun droit d'élection aux habitants de Hong Kong. Donc depuis le retour de Hong Kong à la mère patrie en 1997, le gouvernement central a décidé de donner
le droit des élections universelles en 2017, donc c'est 20 ans après. Alors, donc c'est un progrès de la démocratie. Ce n'est pas du tout, comme disaient quelques hommes politiques étrangers, qu'ils disent que c'est un recul de la démocratie. Cela ne correspond pas du tout à la vérité. Selon la loi fondamentale de Hong Kong, dans l'article 45, donc le chef exécutif de la région administrative spéciale de Hong Kong doit être élu au suffrage universel parmi les candidats recommandés par un comité largement représentatif. Donc ça, c'est la loi fondamentale. Donc ce qui se passe aujourd'hui dans la rue de Hong Kong, c'est que est-ce qu'il faut respecter la loi fondamentale? C'est grave parce que, deuxièmement, est-ce qu'il faut respecter un pays de système, la formule de la politique à Hong Kong? Donc tout ça, c'est pourquoi que tout ça, c'est des problèmes sérieux. Donc il y a des ingérences étrangères. Nous avons remarqué que quelques hommes politiques allemands ont fait des commentaires irresponsables pour encourager les gens à continuer à occuper les rues de Hong Kong. Donc si cela continue à se développer comme ça, bien sûr, les relations de coopération entre les deux pays, la Chine et l'Allemagne, subiront des dommages. Ça, c'est sûr. Et merci de vos analyses. Donc il n'y a pas un équilibre à trouver. Merci de vos analyses sur la question de Hong Kong. C'est très clair. Mais on revient dans le domaine économique. Il existe quand même des frictions entre la Chine et surtout l'Allemagne. Par exemple, à propos des enquêtes lancées par Pékin sur les pratiques anticoncurrentielles des constructeurs automobiles allemands. Donc, est-ce que ces disputes peuvent avoir une influence durable pour les relations bilatérales? Donc là, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est différent, parce que ça, c'est plutôt dans le domaine économique. Dans le domaine économique, il y a la concurrence. Le gouvernement assure des conditions égales, équitables, pour que chaque entreprise puisse participer à une concurrence économique. Alors, s'il y a des pratiques anticoncurrentionnelles, donc bien sûr, la justice doit faire une enquête. Donc, toute entreprise étrangère qui ont des investissements en Chine doivent respecter, comme les entreprises chinoises, la loi chinoise. Si, dans ce domaine, il y a des problèmes, bien sûr, la justice intervient pour commencer une enquête judiciaire. Des entreprises chinoises à l'étranger font de temps en temps, assez souvent, l'objet de l'enquête judiciaire de toutes sortes. Et pourquoi pas les entreprises étrangères en Chine font parfois aussi l'objet d'une enquête judiciaire. Ça, c'est tout à fait normal, mais je ne pense pas que ça va porter des atteintes à la coopération, parce que ça va peut-être demander aux entreprises, à toutes les entreprises chinoises et étrangères à se respecter plus strictement la loi chinoise. Et la Chine maintenant est déjà devenue un moteur essentiel pour la reprise économique mondiale. Et lors de son discours en Allemagne, le Premier ministre Li Keqiang a réaffirmé que la Chine ne subirait pas d'un coup d'arrêt brutal. Est-ce que ce discours a pour objectif de convaincre ses partenaires européens? Je pense que la plupart des Européens ont une confiance en économie chinoise. Par exemple, ce matin, il y a un exemple. Donc, le gouvernement britannique vient d'émettre des bons de dette de renminbi à 3 milliards. Ça prouve que le renminbi peut devenir une devise de réserve. Donc ça, c'est un symbole de la confiance des autres pays en économie chinoise. Donc je pense que Li Keqiang a expliqué avec des statistiques, avec les faits, avec l'évolution historique, avec l'orientation de la politique actuelle. Donc tout ça, je pense que la majorité des entreprises
des investisseurs étrangers, allemands par exemple, peuvent être convaincus. Quant à la minorité, vous savez, chaque fois, il y a toujours, les opinions sont toujours partagées, il y a toujours des divergences, mais je pense que l'essentiel est que la plupart des entreprises étrangères ont la confiance en l'économie chinoise. Et l'autre destination de Li Keqiang, c'est l'Italie. C'est pour participer au 10e sommet bisannuel Asie-Europe. Et ce sommet accueille cette année 2 nouveaux membres, c'est la Croatie et Kazakhstan. Donc, quelle est la portée internationale de ce sommet et est-ce que la Chine prête beaucoup d'attention à ce sommet? Ah, bien sûr, le 10e ASEM, ça s'appelle ASEM. Donc le 10e ASEM aura lieu cette année en Italie, à Milan. La Chine attache toujours une importance à ce mécanisme de rencontre entre la Chine et l'Europe. Vous savez que l'Europe, comme la Chine, comme l'Asie, deux vieux continents. Le continent le plus développé, c'est le continent européen. L'Asie est un continent émergent. Et donc la Chine a plusieurs mécanismes de dialogue, de rencontre, par exemple Chine-Afrique, Chine-l'Amérique latine, Chine-pays arabes. Mais là, c'est un dialogue entre 2 continents, l'Europe et l'Asie. Donc dans un monde globalisé, je pense que le dialogue direct sur tous les thèmes d'intérêt commun entre deux vieux continents est indispensable, avec la participation de 53 pays asiatiques et européens. Je pense que ça devient une scène diplomatique importante pour tous les pays en question. Donc, à part les activités multilatérales sur la plateforme, sur cette scène de l'ASEM, je pense qu'il y aura plein d'agendas diplomatiques bilatérales qui se dérouleront aussi dans le cadre de l'ASEM. Donc la Chine attache beaucoup d'importance et cela constitue aussi un des plus importants mécanismes de dialogue dans le monde. Et l'Italie actuellement est un pays qui est en train de traverser une grande période de réforme, que ce soit sur le plan social, économique ou politique. Et la Chine, c'est un grand pays en voie de développement, donc les réformes sont aussi un point essentiel pour le gouvernement chinois. Donc, pensez-vous que les 2 pays puissent partager leurs expériences dans le domaine de réforme cette fois-ci? Vous savez que l'Italie est un pays un peu particulier. Déjà, c'est un pays important parce que c'est un des pays fondateurs de l'Union européenne. Donc, c'est important. L'Italie est un pays qui est le plus proche au continent africain. Au continent africain, donc beaucoup de problèmes en Afrique se posent en Italie parce qu'il y a plein de réfugiés qui arrivent en Italie, donc ça pose des problèmes. Ça met l'Italie plus proche aux problèmes de développement. Donc là, je pense que c'est un point commun entre la Chine et l'Italie. Et dans d'autres domaines, par exemple dans l'urbanisation, dans l'industrialisation, l'information, je pense que dans tous ces domaines, la Chine et l'Italie peuvent profiter toutes les deux d'une coopération. Et c'est vrai que l'Italie est un pays qui est en pleine réforme, parce que comme l'Italie est un descendant de l'ancien empire romain descendant, et depuis des décennies, ce pays développé a connu plusieurs problèmes. Donc la réforme est toujours un sujet important. Comment réformer le pays qu'est l'Italie et comment la Chine réforme le pays chinois. Je pense qu'il y a plein de sujets intéressants pour toutes les deux. Durant cette visite, je pense que les entreprises chinoises vont établir des plus étroits contacts avec les entreprises italiennes et aussi les 2 gouvernements vont discuter de la coopération en réforme
et en innovation comme en Allemagne. Et l'autre destination de Li Keqiang, c'est la Russie. Donc cette année, la fréquence des visites de haut niveau des officiels sino-russes ont atteint un degré jamais vu dans l'histoire entre les deux pays. Donc comment expliquez-vous ce phénomène? Surtout suite à la crise Ukraine, l'Union européenne a lancé toute une série de sanctions contre la Russie. Beaucoup d'observateurs y voient une opportunité unique pour Pékin de se rapprocher économiquement de la Russie. Vous savez, la Russie est le plus grand pays voisin de la Chine. Respectivement, la Chine est le plus grand pays voisin de la Russie. La compréhension et la coopération sont extrêmement importantes, même indispensables pour les deux pays. Et dans l'histoire, vous savez, l'ancienne Union soviétique est le premier pays à reconnaître la République populaire de Chine. Et dans les années 50, c'était des relations amicales, de coopération, d'entraide, de compréhension. Tout se déroulait relativement bien. Mais dans les années 60 et 70, les relations commençaient à se détériorer. En fait, l'ancienne Union soviétique et aussi la Chine ont payé pour cette détérioration des relations bilatérales. Donc à partir des années 20, M. Deng Xiaoping a décidé de prendre des mesures pour améliorer les relations avec l'ancienne Union soviétique. Donc à partir de ce moment-là, les deux pays s'attachaient une très grande importance l'un à l'autre. Alors aujourd'hui, bien sûr, à partir des années 80, la Chine a commencé sa réforme et l'ouverture sur le monde extérieur. L'Union soviétique n'existait plus. La Russie est la descendante de l'ancienne Union soviétique. Donc il y a beaucoup de divergences. Enfin, du point de vue du système politique, valeurs, la gouvernance, il y a des divergences. Mais ce que la Russie a compris à travers des décennies passées après la désintégration de l'ancienne Union soviétique, la Russie a compris ce que malgré la Russie d'aujourd'hui n'est plus l'ancienne Union soviétique, malgré le système politique en Russie ne correspond rien à l'ancien système de l'Union soviétique. Toujours, le monde occidental ne considère pas la Russie comme un vrai ami, comme un frère, mais encore plus, les pays occidentaux continuent à presser une pression sur la Russie, de façon que la Russie s'inquiète si l'intégrité territoriale de la Russie d'aujourd'hui peut être maintenue ou non. Donc c'est pour ça que la Russie a besoin de la Chine a besoin de la Russie. Concernant l'Ukraine, vous savez que les deux pays, la Chine et la Russie, ont établi des relations de partenariat stratégique coopératif il y a longtemps. Donc cela n'a rien à voir avec ce qui se passe en Ukraine. Ceci dit, lorsque le monde occidental a imposé une série de sanctions contre la Russie, ça fait comprendre beaucoup plus à la Russie, aux Russes, le besoin, c'est l'importance de la Chine. Bien sûr, dans ce cadre-là, je pense que la coopération, la compréhension, la coordination entre la Chine et la Russie peuvent continuer davantage. Et cette fois-ci, l'un des accords les plus importants signés par Li Keqiang, c'est la construction de la première ligne ferroviaire qui relie Moscou et Kashan. Donc il s'agit aussi du premier tronçon du chemin de fer qui s'étendra jusqu'à Beijing. Donc comment réagissez-vous à l'idée que la Chine et la Russie soient bientôt réunies par un chemin de fer à grande vitesse? C'est un très bon exemple de la coopération entre la Chine et la Russie. Cette coopération de chemin de fer à grande vitesse, le TGV, a une importance non seulement économique, mais aussi stratégique. Par exemple, vous parlez de Khasan. Khasan est le chef-lieu de la République, de la région autonome de Tartare. Donc, vous savez, comme les forces extérieures encouragent toujours une particularité aux ces régions autonomes, donc il ne peut pas exclure la possibilité ou dans l'intention des pays occidentaux de rendre plus autonome ou plus de particularisme
au pays de Kazan. Donc dans ce cas-là, si un chemin de fer à grande vitesse desserve Moscou et Kazan, donc ça rend les deux régions beaucoup plus liées. Cela recouvre une importance stratégique. Donc aussi, ça va renforcer, si le tronçon de ce chemin de fer arrive jusqu'en Chine, ça va rendre la Chine et la Russie beaucoup plus proches l'une à l'autre. Alors dans ce cas-là, je pense que c'est un projet de coopération à la fois stratégique et économique. Je souhaite un très bon succès à ce projet. Parce que la Chine a possédé depuis des années une haute technologie de chemin de fer à grande vitesse. La Chine commence à exporter ces technologies et ces travaux. Je pense que là, c'est un bon exemple de cette coopération. Et en 2013, Xi Jinping a lancé son double projet de ceinture économique de la route de la soie et de route maritime de la soie. Donc, selon vous, quel impact peut avoir ce concept d'une ceinture, une route sur la relation entre Asie et Europe? Vous savez que l'ancienne route de la soie était formée il y a 2000 ans. C'était un Allemand et un Français qui utilisent pour la première fois la route de la soie. Depuis des décennies, je crois, dans le monde, beaucoup de gens parlent d'une renaissance de la route de la soie, de l'ancienne route de la soie, de moderniser la route de la soie. Et la participation chinoise à ce projet de la route de la soie, je pense que ça va donner un nouveau dynamisme à la route de la soie. Et la route de la soie, déjà, je pense qu'il y aura énorme d'investissements de la part de Chine et d'autres pays dans les infrastructures, de façon que l'Europe et l'Asie soient mieux desservis, de façon que les pays de l'Asie centrale, les pays de l'Europe de l'Est, les pays de l'Europe même de l'Ouest, peuvent trouver plus d'opportunités de développer leur économie. Donc je pense que ça, c'est vraiment une grande initiative qui va créer une situation gagnant-gagnant. Donc ma dernière question, c'est que la Chine a acquis un nouveau statut maintenant, soit sur le plan économique, soit politique. Donc pour de nombreux spécialistes, elle a désormais clairement la volonté de transformer sa puissance économique en un véritable levier diplomatique dans la région eurasiatique. Donc ce voyage de Li est-il l'illustration? Je ne partage pas tellement cette idée de transformer l'économie en un levier diplomatique. Je pense que, bien sûr, l'économie est toujours liée à la diplomatie, mais l'objectif de la Chine, c'est d'utiliser la diplomatie pour promouvoir plus de développement économique avec tous les pays, donc pour promouvoir un développement économique en commun avec les pays voisins et les pays en question. Donc je ne pense pas que la Chine utilise l'économie comme un levier diplomatique pour arriver à un objectif stratégique. Mais il y a des gens qui font ce genre d'analyse. Mais moi, je ne pense pas tellement. Parce que une situation idéale pour la Chine, c'est d'utiliser la diplomatie pour l'économie et pas utiliser l'économie comme un levier diplomatique. D'accord. Et notre émission touche à sa fin. Merci, M. Cui, de vos éclairages. Et chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission de rencontre. Au revoir.